Il a parlé. Alors, il a parlé et il va encore parler beaucoup, mais est-ce qu'il va dire ce qu'on attend de lui? Ça, c'est une autre question. Justement, est-ce que pour nos lecteurs, j'ai pris un passage, j'espère qu'il vous convient, est-ce que on peut sentir déjà, à partir de ce passage, une guerre dans le sud qui est perdue, donc il y a un affrontement entre au moins deux mondes, hein, deux belligérants. Eux remontent vers le nord, visiblement ils ont une mission, et visiblement il y a un naufragé qui a été récupéré. Au début du roman, il est dans l'eau dérivant, à moitié mourant, et il le recueille, il est sur une branche d'arbre dans le fleuve, voilà comment ça débute, et il a visiblement des choses à dire ou peut-être à cacher. Cette sorte de remontée lente qui va rythmer tout ce premier roman, parce que là aussi c'est le premier volume d'une trilogie, comment ça vous est venu, Stéphane Plateau? Qu'est-ce que vous vouliez construire dans ce premier roman de fantasy, et là aussi, grande ambition, cette première trilogie? Bien, en fait, au début j'avais l'idée de plusieurs récits de vie, celui du bâtard qu'on va recueillir sur le fleuve dans le premier tome, celui de la courtisane qu'on verra dans le deuxième tome, celui d'un troisième personnage, et je n'arrivais tout simplement pas à me décider. Et je me suis rendu compte qu'il y avait moyen de connecter ces histoires. Donc j'ai imaginé la Grande Gabarre, le navire fluvial inspiré de la navigation de Loire, sur lequel l'expédition du capitaine Calonun Rana remonte le fleuve Framar. Et cette histoire dans laquelle chacun des personnages à bord est connecté à l'intrigue principale, mais a des choses à cacher. Donc on a à bord du bateau des personnages qui sont des guerriers, qui sont clairement là pour essayer de sauver leur patrie. On a aussi des personnages qui sont plus énigmatiques. La courtisane et sa petite fille, qu'est-ce qu'une femme fait là, dans une forêt sauvage. On a aussi ce blessé qui va être recueilli sur le fleuve, qui est un compatriote et qui dérive sur un gros tas de branches à des milles de civilisation, qui va effectivement intriguer le capitaine du bateau. Donc, dans chacun des tomes, on aura le récit de vie d'un des personnages qui s'insère en alternance avec l'intrigue principale, le récit de l'expédition sur le fleuve. Chaque personnage va devoir se dévoiler peu à peu, et je dois dire qu'il y en a qui sont un petit peu plus résistants que les autres, et en ce qui concerne le bâtard, j'ai eu beaucoup de mal à lui tirer les vers du nez, et je pense que notre ami Fintan, le bar qui est chargé de l'interroger, a eu beaucoup de mal à lui tirer les vers du nez aussi. J'aime bien dire que ce premier tome est une sorte de duel entre deux personnages qui vont se livrer de façon très intime, qui vont se parler à cœur ouvert, qui vont développer finalement une relation de grande qualité humaine. C'est vraiment quelque chose d'important dans mon écriture, c'est de parler de l'humain, mais qui en même temps joue avec des cartes retournées sur la table en se cachant des choses essentielles. C'est assez étrange parce que si on réfléchit bien, ça pourrait être le tortionnaire et sa victime, cette histoire. C'est un interrogateur, il est chargé, et en fin de compte, ça ne se passe pas du tout comme ça. Bien sûr qu'il y a un enjeu, bien sûr qu'en filigrane, au fur et à mesure de l'avancée, l'impatience, parce qu'il ne lâche pas facilement les informations, on sent bien que certains envisageraient de passer à la manière forte, mais cet interrogatoire est aussi une narration. Exactement. Alors, le plaisir que prend le blessé à se raconter, le plaisir que prend l'interrogateur à l'écouter sont quelque chose de vraiment très très particulier. Je pense qu'on est dans un type de relation humaine qui, par le contexte dans lequel il se passe, et aussi par la personnalité de l'interrogateur et de l'interrogé, est quelque chose d'assez rare, est une sorte de moment fragile, suspendu entre le moment où il le recueille et peut-être le moment où les cartes seront retournées sur la table. Est-ce que c'est pas aussi quelque part entre celui qui raconte et celui qui écoute, est-ce que c'est pas aussi le rapport, alors au second degré, tout ce roman est une histoire d'aventure, au premier degré, c'est un livre intelligent, c'est pas un livre intello au mauvais sens du terme, c'est un livre passionnant avant tout. Est-ce que c'est pas aussi quelque part le rapport de l'écrivain de son lecteur? Alors effectivement, c'est aussi, il y a aussi une question de gestion de la narration. Il est clair que la raison pour laquelle le bâtard dérive sur le fleuve, je n'ai pas envie d'aller tout de suite au lecteur, ça fait partie des différents mystères qui peuvent le tenir en haleine, et il y en a beaucoup quelque part dans le roman, des choses à découvrir, des choses qui vont se dévoiler, et il y en a aussi beaucoup qui resteront à dévoiler pour le tome 2. Et en même temps, c'est aussi justifié par l'intrigue elle-même et par la nature de ce bâtard. La difficulté étant de réunir les deux intrigues au bon moment et de faire le lien au bon moment. Antoine Rouault,
vous n'allez pas passer votre tour, vous allez vous aussi passer à la question. Pour la voix et l'épée, et le tome 1, là aussi, une trilogie. Alors, le livre et l'épée. Le livre, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Le livre et l'épée, et c'est donc La Voix de la colère, ce premier roman. Et on va voir un coléreux d'ailleurs, un colérique, dès le début. Il dégaina son épée à son tour et posa une main ferme sur l'épaule de Dunkadal. « Ah, mon ami, nous avons une belle vie. » Ils échangèrent un sourire avant de rejoindre les tranchées en bordure du camp. De là, ils s'efforcèrent d'organiser les lignes de défense. Les rois n'étaient qu'un avant-goût. Derrière suivaient les troupes ennemies. Quelques chevaliers restèrent en retrait pour coordonner les hommes chargés d'atteindre les incendies. Les boulets couverts d'étoupes enflammées chutaient à un rythme soutenu. Puis brusquement, il n'y eut plus que le silence. Sous les nuages blancs se glissait un voile sombre, des nappes de fumée ondulant au gré du vent, que creusèrent bientôt une nuée de flèches. Perchés au bord des tranchées, les archers en encochèrent de nouvelles. « Levez !» ordonna Tomlin, en marchant derrière eux l'épée brandie. « Tirez !» Des sifflements, des grondements, des crépitements. Aucun son n'arrivait à couvrir les hurlements de cœur de chaque soldat en poste, voyant avec horreur les silhouettes de Roark foncer vers eux. Ils étaient désormais trop proches pour que les archers aient le temps d'encocher de nouveau une flèche. Et quand bien même auraient-ils fait preuve d'assez célérité pour armer leurs arcs, la peau des bêtes était si épaisse qu'il fallait plus qu'un petit bout de métal pour la percer. Des sifflements, des grondements, des crépitements et les hurlements qui accompagnèrent le bruit assourdissant des bêtes lorsqu'elles bondirent dans les tranchées, leur gueule écrasée, tordue par la rage. La fumée noire se dispersait en filets ondulés. Entre eux se mêlait le blanc des nuages au gris de la ferraille, les cuirasses scintillantes au brun des surcots, jusqu'à ce que le rouge du sang vienne souiller la terre. Au loin, le tambour des révoltés qui approchait. Voilà, on est au cœur de la bataille, la voix de la colère, un général de l'Empire, mais les choses vont aller dans le sens de l'effondrement de cet empire, et ensuite ça sera tout l'enjeu de la vengeance de ce général déchu. Antoine Rouault. Un thème classique au départ. Oui, c'est un thème plus de rédemption que de vengeance au départ en ce qui concerne le général. La vengeance intervient pour un autre personnage. C'est effectivement le changement de régime, de mode de pensée qui est mis en avant dans ce roman. J'ai essayé de mettre ce que je pouvais comme fond, comme réflexion que je me faisais également sur la vie, sur l'adolescence et la transmission, puisque ce vieux général prend sous son aile un jeune garçon après justement la bataille que vous venez de lire, enfin dont vous venez de lire un extrait. Et il y a une relation père-fils qui se met en marche entre les deux. Et c'est tout l'enjeu en fait de ce livre, c'est la transmission, qu'est-ce qui va passer entre ces deux personnages et quelle sera la finalité en fait de cette relation. Là aussi, vous vous inscrivez peut-être vous dans une fantaisie, apparemment, parce qu'on voit au fur et à mesure du roman que les choses sont moins simples, une fantaisie classique d'action, une fantaisie où les personnages sont des personnages héroïques, pour employer le terme, mais finalement, très très vite, on sent que ce qu'on attendait dans les premiers chapitres, l'attente du lecteur va non pas être déçu, mais surprise. Ah oui, j'espère que c'est plus la surprise que la déception. Vous ne seriez pas là. Ah oui, merci. Même arrivé en retard. Je ne l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort. Je suis passé dans une faille temporelle, c'est pour ça. C'est le bizutage du nouvel auteur, mais du nouvel auteur de talent déjà. Alors, quelle était donc votre question au départ? Mal réveillé, décidément le constat est accablant. Heureusement qu'il l'était lors de l'écriture du livre. Voilà. 42, c'est la question universelle. La réponse universelle à la question. Voilà. En fait, la question c'était, au départ, le lecteur... Oui, il est surpris plus que déçu. Surpris très vite. Ce que j'espérais. Donc, et là, après, on est passé dans un trou noir. Oui, c'est assez classique, effectivement, parce que mon inspiration est peut-être plus tournée vers la tragédie, vers les pièces de théâtre de Shakespeare, de Corneille, et voir les tragédies grecques. Donc, au départ, on part quand même sur des bases qui sont assez
propre à la fantasy, des héros, des combats épiques, voilà. Effectivement, après, on s'allie un peu tout ça, quoi, parce que c'est ça qui rend l'histoire un peu plus humaine, du coup, et avec la belle liaison. Et du coup, voilà, c'est plus ça mes références. Je sais pas, après, la fantasy classique, je suis pas trop du côté de Tolkien, ce que je disais moi, étant ado. J'ai essayé de donner un côté un peu plus trash, même si on part sur des bases effectivement épiques. Alors bon,